Si je veux avoir de l'impact auprès des gens et entre guillemets, proposer une alternative de philosophie de vie ou de pensée, faut que je sois vue. Or, pour être vue, je dois correspondre à des codes qui plaisent sur les réseaux sociaux. LinkedIn, Ouais. Instagram, podcast, 3 formats Ouais. très différents, 3 approches différentes. Moi, je crois pas du tout à cette image de la clean girl, girl boss et cetera. Je pense que le modèle, il s'essouffle et qu'on se rend bien compte que, ça ne sert à personne. En fait, la meilleure manière finalement, de s'affirmer, c'est aussi de partager ce qu'il y a dans son intime conviction. Bonjour Jade, Bonjour, enchantée. merci beaucoup de nous accorder de votre temps. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter? Avec plaisir. Donc je m'appelle Jade, je suis coach exécutive, écrivaine et fondatrice de Manifest. Ma mission avec Manifest, c'est, de ramener de la profondeur, des sciences sociales, de l'ouverture et de la culture au milieu du développement personnel et du coaching. Puisque voilà, c'est aussi mon métier, mais ma passion et donc je crée du contenu aussi sur les réseaux sociaux. J'ai un podcast pour aussi démocratiser et changer un petit peu la manière dont on chemine individuellement, que ce soit dans la vie pro ou la vie perso. Et bon, j'ai déjà plein de questions. On va commencer par le commencement. Comment vous en êtes devenu à devenir coach et puis ensuite à monter votre structure? Alors je pense que déjà le métier de coach s'appuie sur, quelque chose de très singulier qu'on a en soi, donc vraiment l'envie, d'écouter, de comprendre un petit peu les comportements humains, comment on prend des décisions, ce qui nous motive, ce qui donne du sens à un parcours et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment niché, on va dire dans mon histoire personnelle depuis toujours, quasiment depuis l'adolescence. Et puis au fil du temps, moi j'ai d'abord fait une première partie de carrière dans le milieu de, la communication corporate. Donc j'ai monté ma structure, dès la fin de mes études à 22 ans et j'ai créé un cabinet de consulting sur tout ce qui était stratégie de marque. Et en fait, en accompagnant des managers, des dirigeants, des startups, des équipes, dans la construction de leur, personal branding et plus largement dans leur stratégie de marque, j'ai eu envie d'aller beaucoup plus loin sur la dimension, accompagnement humain parce que je voyais que c'était ce qui m'appelait et ce qui m'intéressait le plus. Et donc j'ai poursuivi mes études dans ce domaine. J'ai repris les études plutôt dans ce domaine et j'ai monté ma structure, dans le coaching. Et donc aujourd'hui, j'ai un peu une double casquette puisque j'ai aussi cette approche, consultante, parfois même formatrice pour des équipes en intelligence collective, ce genre de choses et bien sûr, la dimension coaching. La dimension coaching, elle s'appuie sur le développement personnel. Comment vous en êtes venu à aimer le développement personnel et en fait, c'est quoi votre accompagnement exactement aujourd'hui? Le coaching s'appuie en réalité sur, la psychologie, la philosophie et la sociologie, en fait. C'est simplement que dans l'époque dans laquelle on vit, il y a le développement personnel qui marque un peu les esprits et qui est très à la mode, donc c'est le terme qu'on utilise le plus. Mais en fait, quand on y réfléchit plus finement, le coaching, c'est l'art de poser des questions puissantes, de sorte à ce qu'on puisse, identifier quelles sont les bonnes ressources à l'intérieur de soi et donc comment ensuite, prendre des décisions plus alignées, plus éclairées, qui font sens. Or ça, finalement, ça existe, depuis Socrate. C'est vraiment l'idée de la maïeutique, de se poser des bonnes questions pour accoucher de soi et de ses idées et de ses convictions. Et donc je pense que c'est l'amour de la philo et de la littérature qui m'a amenée en réalité au développement personnel. Et puis après d'un point de vue, plus singulier, plus individuel, moi-même dans certaines étapes de vie où j'ai eu à me poser des questions sur le sens, par exemple de ma carrière, sur ce que c'est d'être une femme, dans cette société, ce que c'est d'être une millennials, donc la génération Y. Tous ces petits angles finalement de qui j'étais m'ont permis d'aller aussi plus loin, sur, le développement personnel. Et donc moi, ça m'a intéressée parce que, déjà, je suis passionnée des comportements humains et ce qui m'anime, c'est essayer de comprendre, comment on fonctionne et ce qui sont finalement les leviers, principaux, chez les uns, chez les autres et qui diffèrent finalement selon, notre âge, notre genre et cetera. Et puis, avec, voilà, des lectures, des podcasts, des conférences et puis après le bateau était lancé, quoi. C'est une super belle histoire. Oui. Alors, comment ça se passe en fait un coaching? Est-ce que vous nous avez parlé des questions à se poser, et cetera? Il y a même si chaque individu est différent, est-ce que vous avez une trame? Alors il y a pas de trame parce que chaque coaching et même chaque séance de coaching avec chaque individu est vraiment unique et surtout c'est du sur mesure. Néanmoins, il y a un peu les fondamentaux, de ce qu'est un coaching. Premièrement, un coaching n'est justement pas du consulting. C'est-à-dire que le rôle du coach n'est pas de donner des conseils, tout simplement parce que le meilleur expert, par exemple de vous-même, eh bien c'est vous. Vous connaissez mieux que personne vos émotions, vos traumas, votre corps, vos sensations. Par contre,
on peut avoir des difficultés à avoir accès à ces choses-là parce que peut-être il y a des couches de conditionnement, il y a de blocage, de peur, etc. Et donc tout ça fait qu'on va peut-être avoir du mal à accéder à cette vérité intérieure. Et donc le rôle du coach n'est pas de donner des conseils, mais de poser des questions pour pouvoir accéder à toutes ces choses-là. Ça, c'est le premier fondamental du coaching. Second point qui me semble intéressant aussi, c'est que le coaching, c'est vraiment l'accompagnement du présent et de l'avenir, beaucoup plus que du passé. Donc on met beaucoup notre énergie sur se dire, OK, aujourd'hui, là, ici et maintenant, quelles vont être les bonnes ressources, les bonnes actions, les bons éléments à mettre sur la table pour pouvoir avancer. Donc on met vraiment notre énergie sur le présent et le futur plutôt que sur le passé, et sur le comment faire, comment avancer, plutôt que sur le pourquoi, qui est plutôt le rôle de la psychologie en l'occurrence. Et puis le troisième élément qui me semble important, pour définir un petit peu le coaching et définir un périmètre, c'est que c'est un accompagnement de la transformation. C'est-à-dire qu'on a un objectif au début du coaching qu'on cherche à atteindre et qui va guider finalement l'ensemble du travail qu'on va faire ensemble et hem et qui vise vraiment la transformation concrète et le passage à l'action. Du coup, ça me fait me poser une question parce que vous êtes entrepreneur, vous êtes coach, vous faites énormément de choses. Ce leadership et la confiance que vous avez en vous, c'est inné ou vous avez travaillé dessus? J'ai travaillé dessus. J'ai Mmh. travaillé dessus et je considère que la confiance en soi, c'est vraiment une compétence. Et bonne nouvelle parce que ça veut donc dire qu'on peut tous développer, déployer et rayonner cette confiance en soi. Je pense que ça passe par plein de piliers. Un, de bien se connaître. C'est d'ailleurs pour ça que mon tout premier livre qui est aux éditions Erol, qui s'appelle Le Manifeste Journal, qui est un livre de philosophie pratique, et sur le thème de l'introspection. Parce que bien se connaître, ses tendances comportementales, ses talents, ses forces, mais aussi ses blocages, ses peurs, hem, ses aspirations, ses ambitions, bah, ça permet déjà d'être un peu plus solide sur ses appuis, se dire: «OK, je sais à peu près qui je suis, je sais à peu près dans quelle direction je vais aller. OK, je peux déjà un peu plus y aller». Deuxième pilier selon moi, c'est ce que j'appelle la responsabilisation radicale. C'est se dire: «OK, peu importe ce qu'il m'est arrivé dans ma vie, peu importe, voilà, d'où je viens, mon genre, ma couleur de peau, mes privilèges de départ et cetera. Je suis radicalement responsable de moi-même. Personne ne va venir me sauver». Donc il y a vraiment un enjeu à se dire: «OK, je prends mes responsabilités et je décide, c'est une décision, d'avancer dans telle ou telle direction». 3e élément pour moi qui se travaille, d'un point de vue de la confiance en soi, c'est la capacité à oser. Je dis toujours que l'audace, c'est vraiment l'ingrédient un peu magique de la confiance en soi. C'est vraiment cette phrase, sartrienne que j'adore qui dit: «Faire et en faisant se faire». C'est-à-dire par l'action, par l'audace, par les petits pas qu'on fait, bah, en fait, on se construit. C'est ça qui est assez magique et c'est ce qui fait que d'ailleurs c'est à portée de tout le monde, à condition qu'on ait voilà un petit plan d'action comme je suis en train de le dire là. Et puis enfin, je dirais que le peut-être le dernier élément vraiment important de la confiance en soi, c'est d'avoir de la clarté sur, ses perspectives, futures, ses perspectives de vie. Parce que je trouve que de se connecter à pourquoi on fait les choses et quelle est la big picture, ça donne beaucoup d'élan, beaucoup de motivation aussi pour avancer, bah, même quand il y a de l'adversité et cetera. Et quand vous étiez plus jeune, c'était très clair dans votre tête ce que vous vouliez faire ou pas du tout et en fait, ça aussi vous avez bossé dessus? Ça aussi, j'ai bossé dessus, donc parce qu'au début, j'étais, vraiment calquée. Je pense que c'est très symptomatique de la génération années 90 aussi. Voilà, il faut faire, prépa, école de commerce, surtout si on est bon élève et puis en fait, on se pose pas trop de questions. Et moi, 3 semaines avant, la rentrée en prépa, j'ai dit à mes parents: «En fait, je le sens pas en fait, je sens que ça m'appelle pas, je sens que c'est pas pour moi». Et donc je me suis bien sûr cherchée, je me suis posé des questions. C'est pas facile de sortir du cadre et d'abandonner un petit peu la case et l'étiquette, qu'on nous a volontiers toujours, mis sur le front finalement. Et moi j'étais vraiment, ce qu'on appelle, la people pleaser. C'est-à-dire j'étais vraiment dans une performance de, voilà, la petite fille parfaite qui fait exactement ce qu'on attend d'elle, qui, voilà, qui est déléguée des classes, qui a jamais un cheveu qui dépasse et cetera. Alors aujourd'hui, j'ai toujours pas les cheveux qui dépassent. Par contre, il y a un moment où j'ai su écouter aussi en cherchant, en fouillant la petite voix qui était à l'intérieur de moi pour me dire: «OK, au fond, quel sens est-ce que je veux donner à ma vie? Quelle est, à mes yeux, la manière la plus belle d'être utile à ce monde et de contribuer à ce monde avec qui je suis et non pas ce qu'on attend forcément de moi». Donc ça a mis, hein, quelques années, hein, pour se déconstruire tout ça, presque 8 ans de thérapie, beaucoup de lectures, beaucoup de conférences, beaucoup de recherches aussi. Mais au final, voilà, j'ai trouvé et je m'épanouis là-dedans. Comment ça s'est passé quand la petite fille parfaite a décidé de ne pas aller en prépa? Vos parents, ils l'ont pris comment?
Je pense que ce que j'avais, par contre depuis toujours, c'est une forme d'assertivité. C'est-à-dire Mmh. que, ils ont pas eu d'autre choix que de le soutenir d'une certaine manière, dans le sens où, l'idée c'était pas, de tout arrêter et voilà, de sortir complètement de la volonté d'apprentissage, pas du tout, mais c'était d'apprendre quelque chose qui avait plus de sens, ou en tout cas qui était plus à l'image de qui j'étais et ce qui me plaisait. Donc à partir du moment où ça a été explicité, ça a été bien accepté, par mes parents à l'époque. Et ça, c'est aussi quelque chose que je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que en fait, la meilleure manière finalement, de s'affirmer, c'est aussi de partager ce qu'il y a dans son intime conviction, c'est-à-dire son intention, pourquoi ça a du sens pour nous, pourquoi c'est important, hem parce qu'en faisant ça, en fait, on donne accès à la vulnérabilité et l'autre peut, lui, être dans l'empathie et c'est à ce moment-là que la connexion finalement se fait et qu'on, peut dialoguer, plus sereinement, quoi. Donc on est très loin de l'idée, hyper ancrée de la clean girl, la girl boss qui est hyper, à fond dans ce qu'elle fait, mais qui n'a jamais de faille, en fait. Ouais, totalement. Moi, je crois pas du tout à cette image de la clean girl, girl boss et cetera. Non pas parce que je ne crois pas que les femmes soient puissantes ou, qu'elles aient un rapport à l'esthétisme particulier. Je pense que je le porte sur moi. J'aime, voilà, ce qui est beau, ce qui est raffiné, d'un point de vue extérieur, je sais très bien que je «performe» entre guillemets des codes liés à ce qu'on se fait de l'imaginaire de la clean girl. Pour autant, je pense que c'est important d'assumer en fait, ce que j'appelle la pluralité d'un être humain ou d'une personnalité. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois, par exemple, superficielle et très instruite. On peut être, très drôle et très rigoureuse. En fait, on peut être, dans de la pluralité, dans des paradoxes même, et c'est ça qui est intéressant chez un être humain. Donc je pense qu'en fait, le message, c'est de se dire, finalement, quels que soient justement vos déséquilibres, quels que soient vos paradoxes, quelles que soient les ambivalences qu'on observe chez soi, l'idée, c'est de les sublimer, de les célébrer, de les assumer et de les offrir finalement en cadeau. Parce que, en fait, j'ai rien de spécial. Je veux dire, tout le monde a des facettes comme ça. Donc l'idée, c'est de se dire, en en se permettant d'être ça, d'être cette pluralité, en fait, on fait un cadeau aux autres parce que ça leur donne aussi l'autorisation de se dire: «Ah! OK, bah, moi aussi je peux peut-être être, la bizarre de la pièce, la fantaisie de la pièce, la» voilà. Et je pense que vraiment tout l'enjeu, c'est d'être sincère et d'assumer pleinement qui on est afin de rayonner avec cette lumière qui est vraiment propre à chacun. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important. Et après sur la notion de girl boss, effectivement, de surproductivité, de surperformance, je pense que alors c'est propre à l'époque aussi, à la société dans laquelle on vit, mais je pense que le modèle, il s'essouffle et qu'on se rend bien compte que, ça ne sert à personne, et encore moins aux femmes. Donc même d'un point de vue, féministe, quand on regarde un peu les travaux et cetera, on se rend bien compte qu'on est, triplement perdante si on cherche à performer l'imaginaire de la girl boss qui n'a pas de faille parce que par définition, c'est inhumain. Donc en fait, c'est encore s'enfermer dans quelque chose qui est inhumain et qui est finalement donc limitant. Donc c'est tout l'inverse à mon avis de ce qu'il faut poursuivre. Ça fait du bien d'entendre ça, vraiment. On a trop tendance à penser qu'il faut rester dans une case et surtout ne pas sortir et puis, cette image de la clean girl, en fait, finalement, ça crée énormément de, bah, de paradoxes chez les gens et on n'arrive pas à être aligné et c'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça qu'il y a autant la question de l'alignement qui se pose aujourd'hui. Ouais, c'est assez édifiant, de voir effectivement à quel point on se pose des questions sur le sens de sa vie aujourd'hui et de plus en plus jeune. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment l'apanage des gens, de 40-50 ans, qui vivaient une, un peu, middle life, crisis et qui, remettaient pas mal de choses en question. Aujourd'hui, mais pas du tout. Là encore, je viens de commencer un coaching avec une jeune femme de 24 ans, qui, se pose les questions qu'on a évoquées là. Parce que, ben, aussi avec les réseaux sociaux, je pense que ça s'est accéléré. On a créé une sorte d'imaginaire, en fait, de ce qu'est la réussite. Hem, Sauf que c'est pas viable. C'est pas viable et c'est une version très parcellaire de la réussite et très limitante. C'est la réussite dans, effectivement, une forme de domination, sociale et matérielle. So what? Mmh. Heu et on se rend bien compte une fois, surtout qu'on l'acquiert ou qu'on y touche à cette forme de réussite, à quel point elle est vaine et à quel point elle est complètement, vide de sens. Donc je pense que c'est aussi le rôle, de ceux qui ont fait ce chemin-là, de le faire en sens inverse pour expliquer, pour témoigner, pour montrer qu'il y a peut-être d'autres manières de réussir, et puis d'autres idéaux à poursuivre aussi. Et sur les réseaux sociaux, comment justement vous faites pour ne pas, aller dans ce, cliché de la girl boss, et de la femme performante, que rien n'atteint? Franchement, ça, c'est un vrai défi pour une raison simple, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle des algorithmes et que les algorithmes nourrissent finalement les tendances. Ouais. Donc c'est assez difficile
à la fois, en fait, de résoudre une équation qui est, si je veux avoir de l'impact auprès des gens et entre guillemets, proposer une alternative de philosophie de vie ou de pensée, il faut que je sois vue. Or, pour être vue, je dois correspondre à des codes qui plaisent sur les réseaux sociaux. Et cette équation-là, eh bien, c'est l'équation avec laquelle je jongle tous les jours. Ne pas tomber dans du contenu stack content, vraiment ce qu'on appelle la TikTokisation des contenus. Et en même temps, ben, jouer avec les codes, faire de la vidéo courte, parfois effectivement, aborder, des sujets tels que la productivité, la morning routine, ce genre de choses, pour que derrière je puisse pousser aussi un contenu, bah, plus profond, plus long, qui sera peut-être moins performant en termes de vues, mais qui en termes de message sera, vraiment à l'image de ce que je défends. Donc je jongle, vraiment pour être très concrète, voilà, pour, un contenu un peu court qui va, capter l'audience, bah, j'en propose 3 un peu plus profonds et puis j'essaie de jongler comme ça. Il faut des titres accrocheurs et des partis pris, très marqués. Mais voilà, j'ai choisi mon camp entre guillemets, celui de la nuance et celui des formats, plus ou moins longs en tout cas. Bah, peut-être qu'un jour la différenciation fera justement, bah, comme son nom l'indique, la différence et Exactement. qu'enfin les algorithmes vont nous laisser tranquilles. Mais bon, On pas l'espère. pour aujourd'hui. Et ça va pour aujourd'hui, je pense pas. Dans votre audience, on retrouve qui? Quel genre de personnes? Alors je pense que mon audience, est principalement féminine. Mmh. Mais ça, c'est une tendance qu'on retrouve, en fait, dans tous les domaines liés au care ou au dev perso. Donc ça va vraiment du milieu wellness, donc yoga, bien-être, alimentation, jusqu'à dev perso, coaching, psychologie. Les femmes sont dominantes, elles travaillent plus sur elles, c'est un fait. Toutes les études le montrent, donc audience plutôt féminine, logique sur mon sujet et plutôt des millennials, donc des personnes qui sont nées entre 1980 et 2000. En termes de sociaux, on est sur cette tranche d'âge, donc grosso modo 25-45. Tout simplement parce que j'ai aussi axé pas mal mon contenu, ça a été mon mémoire, sur les enjeux finalement de cette génération Y, qui est en fait la génération à mi-chemin entre pas mal de faits de société et qui vraiment incarne à elle seule, on va dire, qui cristallise tous les enjeux et tous les questionnements, tous les tiraillements, de la société actuelle. Donc moi, ça m'a passionnée et donc j'ai un peu poussé mon étude autour de cette génération. Donc voilà un petit peu pour mon audience et puis après aussi, bah, comme je suis martiniquaise d'origine, j'ai grandi, je suis née là-bas, j'ai aussi pas mal de personnes des DOM-TOM et je pense aussi pas mal de personnes qui se retrouvent, d'un point de vue identitaire aussi dans ce que je montre. Donc voilà un petit peu pour, à qui je parle. C'est vrai qu'on parle beaucoup de fractures maintenant intragénérationnelles. Donc c'est même plus, les 40 ans qui ne comprennent pas les vingtenaires, c'est les vingtenaires qui ne comprennent pas les vingtenaires. Alors je pense que le fait que j'ai une obsession pour créer des ponts plutôt que les briser, par exemple, je crée des ponts entre la philo et le dev perso, la socio et la psycho. Voilà. Moi, je crois pas à la division, je crois vraiment au fait de créer des ponts pour que la circulation des connaissances et des concepts se fasse. Je fais que je vois pas les fractures, je vois plutôt les zones de connexion. Donc moi, je vois plutôt en réalité, des vingtenaires et des quarantenaires qui se rejoignent sur le fait que, ben, peut-être que l'argent n'est plus le seul critère de réussite. Je vois des vingtenaires et des quarantenaires qui se rejoignent sur le fait de trouver un véritable sens à leur vie. Je vois des vingtenaires et des quarantenaires qui se rejoignent sur l'idée, de créer une carrière qui soit, vraiment à l'image de leurs talents et de leur zone de génie et pas ce que la société ou leurs parents leur ont dit de faire. Donc je vois plutôt ça en réalité moi. Et beh, je pense que c'est une question de philosophie de vie et de parti pris. Sur Instagram, on est 25 000 personnes, donc c'est vrai que sur les sujets un peu niches que j'aborde, c'est déjà, une belle communauté, très très engagée d'ailleurs. Après je suis assez présente sur LinkedIn aussi, où j'écris des sortes de mini chroniques, voilà, sur des faits de société, sur des observations diverses et variées. J'ai un peu plus de 10 000 personnes et puis après j'ai le podcast aussi qui rassemble plusieurs, centaines de milliers d'écouteurs, chaque mois donc voilà, c'est une communauté finalement qui se retrouve, vous voyez quand on voit LinkedIn, Oui. Instagram, podcast, 3 formats Ouais. très différents, 3 approches différentes et pourtant, il y a déjà des personnes au rendez-vous dans les 3 lieux entre guillemets donc je pense aussi que les personnes, enfin, les gens ont de plus en plus envie d'avoir du contenu justement nuancé Oui. dans l'univers du dev perso et qui est moins d'injonctions. Moi, je reçois beaucoup de personnes en coaching ou dans mon club de femmes qui me partagent, ben, tu vois, j'étais un peu échaudée, Jade, parce que ben, le dev perso que je consomme, je vois plein d'injonctions, je vois plein de ça. Là.
Et je pense que les personnes n'en ont plus envie et qu'elles ont envie de quelque chose de plus, profond, de plus nuancé, de plus bienveillant, qui puisse, donner l'opportunité à chacun, de travailler sur lui avec les outils dont il a besoin, plutôt que de dire: «Voilà, il faut être la girl boss, il faut être la Ouais. girl, il faut performer de cette manière-là». Ça n'a aucun sens, en fait. Ça, c'est enfin, pour moi, c'est vraiment hyper bullshit, donc l'idée, c'est de se débarrasser de tout ça. OK, hyper cool. Donc sur LinkedIn, vous êtes super présente, sur Instagram aussi, TikTok aussi. TikTok, j'y arrive pas, c'est vraiment Ah ouais? pour tout vous dire, mon assistante m'a créé un compte TikTok. Je sais qu'elle a posté, peut-être une dizaine de vidéos de moi, qu'elle a récupérées sur Instagram, mais non, j'y arrive pas. Je pense qu'encore une fois, philosophiquement, je suis pas à l'aise, ouais, un blocage. Mais bon, il y a déjà LinkedIn, Instagram, Énorme. YouTube, le podcast, donc il y a pas mal d'endroits où me retrouver déjà. C'est clair. Et le podcast, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Vous invitez des personnes? C'est juste vous qui chroniquez? Comment ça se passe? Alors donc le podcast s'appelle Manifeste, donc avec un Y comme génération Y et sans E. Donc c'est vraiment un podcast, qui a pour but de donner aux gens l'élan pour passer à l'action et des clés, des astuces, des méthodes et des pistes de réflexion pour, justement, cheminer et faire un petit peu tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Hem, Ce sont des formats donc entre 20 et 30 minutes où je parle seule et chaque, semaine, j'aborde vraiment un questionnement ou une thématique, soit de société, soit quelque chose que j'ai observé, soit quelque chose qui est revenu régulièrement dans mes coachings individuels et que je propose, comme, voilà, fragment, on va dire, d'observation, de réflexion, de questionnement et de méthodes de coaching que je propose pour cheminer aussi en autonomie. Tout simplement parce que, j'ai toujours vu en fait ma mission avec mon entreprise comme, un truc à plusieurs têtes. C'est-à-dire que je voulais vraiment toute une partie de la boîte qui soit, gratuit, c'est-à-dire avec des contenus qui rendent accessible le savoir. Je suis fille de 2 profs. Moi-même j'ai enseigné dans des écoles supérieures, je fais beaucoup de conférences, donc en fait, l'une de mes valeurs piliers, c'est la transmission. Or, il y a plein de barrières à l'entrée en réalité au savoir, financières, sociales, en fonction de où on est, avec qui on est, avec quels moyens. Heu, Parfois on sait même pas que certains savoirs existent. Je me souviens, moi, quand j'étais petite et que je suis née en Martinique, je savais même pas que certaines carrières existaient, que certaines écoles existaient, que certaines prépas existaient et pourtant, je suis déjà fille de 2 intellectuels profs d'université de littérature, mais rien que par mon éloignement géographique, il y a plein de choses auxquelles j'avais pas accès et ça, c'est vrai pour plein de prépas. En réalité, une majorité de personnes. C'est vrai. L'entre-soi intellectuel, l'élite parisienne, c'est un tout petit fragment de la population et donc j'avais vraiment à cœur de créer pas mal de contenus déjà gratuits avec ma newsletter, avec le podcast, avec le contenu sur les réseaux sociaux, qui puissent donner, des choses très concrètes déjà pour avancer en autonomie. Et puis après effectivement, pour ceux qui le peuvent et qui en ont envie, aller plus loin avec, mon club de femmes, le club Manifeste, mes coachings individuels pour les managers, les exécutives, mais aussi les personnes lambda qui se questionnent et qui ont envie de faire ce travail en individuel. Et donc voilà, et bien sûr le livre. Et donc ouais, j'avais vraiment envie de créer tout un écosystème, de transmission post. L'écriture est arrivée dans ma vie à l'adolescence vers, 13-14 ans pour un petit peu, pallier la solitude qu'on ressent à cette époque, hein, quelque chose de parfaitement banal. Mais, comme à partir de 15 ans, j'ai vécu seule à Paris, j'étais loin de mes parents et cetera, j'ai vraiment, hem, trouvé refuge dans l'écriture, donc j'écrivais d'abord de la poésie et puis petit à petit, effectivement, c'est devenu l'un de mes moyens, d'expression, je dirais, heu, favoris et puis ensuite d'impact et j'avais toujours voilà, dans un coin de ma tête, l'envie d'écrire un livre et de publier un livre. Et puis, en réalité, comme souvent dans la vie, d'abord on fait et puis ensuite le cadre se met. Donc j'ai commencé à écrire un livre, il y a 3 ans, juste pour ma communauté Instagram, un livre de coaching, de philosophie pratique et donc je l'ai écrit. Je l'ai fait imprimer moi-même et puis, voilà, j'ai fait un petit site internet et je l'ai mis à disposition des gens et puis en réalité, c'est 1 an plus tard que je me suis fait repérer par, les éditions Erol pour, compléter ce livre et en publier une version, ultra aboutie et voilà comment ça s'est fait mon parcours d'édition finalement, Et vous avez choisi quand même le format papier? Oui, oui, parce que je trouve que le rituel de lecture, hem, c'est quelque chose qui nous met dans un autre état intellectuel, psychique, émotionnel. Le fait de prendre le temps de choisir déjà de l'acheter en librairie, de le choisir,
de décider d'un endroit où on va pouvoir avoir de la lumière, où on va pouvoir lire, sentir le papier, et cetera, c'est tout autre chose que d'ouvrir une énième application entre 2 scrolls sur Instagram et sur TikTok pour lire, 3 pages à la va-vite. Pour moi, c'est en termes d'expérience et donc d'impact et de même de mémorisation, c'est pas du tout la même chose, hein. Mais pas du tout. Donc non, je suis team livre, moi. On est 2 alors. Merci beaucoup Jade. Donc on peut vous retrouver sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, sur TikTok. Vite à TikTok, mais je garantis pas les mises à jour. Et puis bien sûr en librairie avec le Manifeste Journal ou sur le podcast, Manifeste. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, j'ai passé un super moment.